Voilà, bon, Moustapha, juste donc tu peux partager ton document et s'il y a des gens qui arrivent en salle d'attente en cours de cours, tu regarderas, tu les accepteras. Ok, donc bonjour à tous, j'espère que ça va, que vous commencez bien vos révisions pour le bac. Alors aujourd'hui, c'est un cours fondamental qu'on va faire en deux fois. Une fois donc aujourd'hui et une fois probablement le 21 avril en cours en présentiel. Donc c'est fondamental de bien saisir tout ce que vous allez voir aujourd'hui, sachant que en UE3, donc en physique, ça fait partie des derniers cours que l'on verra et des cours qui sont un peu complexes. Ok, donc euh, quand on parle d'électrophysiologie en première année, c'est toujours une matière sur laquelle les étudiants ont du mal. Donc c'est pour ça qu'on vous le fait et ça sera hyper intéressant pour vous d'être sur le pont et que ça vous serve ces cours-là durant cet été-là. Je vous rappelle juste une dernière chose, c'est que durant l'été, vous allez avoir tout un programme pour ceux qui veulent commencer au mois de juillet. Bien sûr, pour ceux qui vont commencer en août, et tout le monde commencera en août. Mais je vous rappelle que entre le 18-19 juin et début juillet, je vous attends tous dans mon bureau pour faire le plan de bataille de l'été, chacun individuellement. Ok, Mustapha, c'est à toi. Bon courage. Bah, parfait. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme l'a dit Dan, aujourd'hui, on va faire le cours de électrophysiologie. Donc, avant tout, j'aimerais m'assurer que vous m'entendiez bien. Est-ce que c'est le cas? Oui, Oui, Ok. Et vous m'entendez pas trop trop fort non plus? non. Ok, parfait. Il y en a qui sont encore en salle d'attente et qui sont en train de venir. Bon, ils suivront le cours au fur et à mesure. Mais on va commencer directement. Donc, le cours qu'on fait aujourd'hui, c'est le cours d'électrophysiologie. Donc, électrophysiologie, on va étudier l'utilisation du courant dans la pratique médicale. Ça, c'est plutôt axé sur la deuxième partie du cours. Électrophysiologie, c'est divisé en deux parties. Donc, la première partie, ça va être plutôt la partie théorique où on va découvrir l'électricité, les conventions qui ont été faites, etc. Et la deuxième partie, donc le deuxième cours qu'on va faire, ça sera plutôt sur l'application dans la médecine et plus, plus particulièrement les ECG. Donc, euh, la partie qui serait peut-être le plus compliquée aujourd'hui parce que électrophysiologie, pour vous donner une ordre d'idée, c'est euh, beaucoup de formules. Ok, donc c'est un des cours du E3, vous prenez le cours. Plus de pas les choses, cette année, l'électrophysiologie avait été fait le 23 septembre, la première partie, donc de 8h à 10h le 23 septembre, et deuxième partie avait été faite le 30 septembre. Donc c'était un cours qui, cette année, avait été fait en septembre, donc c'est lorsque les étudiants ont pas eu un temps d'adaptation très élevé, donc c'est un cours qui a fait très mal. Donc c'est pour ça qu'il va falloir bien le travailler dès maintenant. Vous allez voir que si vous travaillez bien, il n'y aura pas de souci. Il faut surtout bien le revoir. Et les formules, je tiens à attirer votre attention dès maintenant, dès le début, c'est que les formules que vous allez voir, en général, en passe, les formules, que ce soit dans n'importe quel cours, ne sont pas trop à comprendre. On va jamais vous demander la démonstration d'une formule au concours. On va vous demander que de l'appliquer, que de la connaître, entre guillemets, et que de connaître les proportionnalités. Donc, on commence directement. Bon, vous savez que c'est de l'UE3, hein, donc l'UE3, 28 cours, 56 heures, coefficient 7. C'est la deuxième plus grosse matière du premier semestre. Comme vous avez travaillé, c'est de la physique. Électrophysiologie. Notion générale, bon, c'est tout ce que dans la matière, il y a des types de charges, et dans le noyau, et l'électron est autour du noyau. Ça, c'est des choses que nous dans les cours d'atomistique, etc. Bon, c'est très simple, très basique. La charge élémentaire, c'est 1,6 fois 10 puissance moins 19. Ça veut dire que la plus petite charge qui existe a forcément une charge qui est égale à 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Vous m'entendez? ça bug un peu, j'ai l'impression.
Ouais, j'ai l'impression aussi. Vous me dites, où est-ce que je me suis arrêté? Je me suis arrêté à la charge, c'est ça? Donc, Ouais, au niveau de la charge 1,6 fois 10 élémentaire. puissance 10. Ok, ok. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut forcément dire que toutes les charges que vous allez retrouver dans la nature sont forcément des multiples de cette charge-là, 1,6 fois 10 puissance 19. Parce que vous avez vu que, par exemple, l'électron est une particule, donc il ne peut pas être divisé, donc on ne peut pas avoir 0,8 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Non, c'est forcément des charges entières que vous allez retrouver. Donc, toutes les charges que vous allez retrouver ne sont que des multiples de cette charge élémentaire-là, qui se note Q et qui a pour unité les coulombs. Un corps chargé. Vous allez On voir voit plus aujourd'hui, on va. le poli. Attends, je le vois pas? On voit, on voit plus le poli Pardon. sur le Ok, zoom. ok, attends. Je vais essayer de. Ok. Je le remets. Vous me dites si là, c'est bon. C'est bon? Ça charge, mais je crois que ça a l'air d'être bon. C'est toujours bon. Ok. Là, vous me dites quand c'est bon, ça coupe. Ouais, là c'est bon, on le voit. Je bien. Calage entre mon écran, est-ce que vous voyez où? Là maintenant, est-ce que vous êtes en train de voir? Ouais, c'est bon, on voit. Ok, parfait. Donc, je vous disais que toutes les charges que vous allez avoir sont des multiples de la charge élémentaire qui est égale à 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. La charge, elle se note Q, la charge élémentaire se note Q, et l'unité est en coulomb. Ça veut dire que le proton, il va avoir une charge étant égale à plus 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs, tandis que l'électron va avoir une charge étant égale à moins 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Donc, une fois qu'on a jeté les bases, on peut continuer. Euh, Aujourd'hui, on va voir l'utilisation de corps beaucoup de fois. Donc, un corps, il va y avoir plusieurs définitions de plusieurs corps. Donc, un corps chargé, comme son nom l'indique, c'est un corps qui a plus de charge d'un côté plus de charge d'un signe que d'un autre. Donc, par exemple, un ballon qui contient plus de billes chargées pour plus de charge négativement. Et bien ça, c'est un corps chargé. Ok, c'est très intuitif, c'est ça. Tandis que, à contrario, on va avoir un corps neutre qui va avoir autant de charges plus que de charges moins. Par exemple, vous avez dans un ballon 10 billes négatives et 10 billes positives. Donc là, ça va être un corps qui va être neutre. Un corps chargé est un corps qui n'est pas neutre. C'est que le nombre de charges élémentaires d'un système supérieur au nombre de charges élémentaires de l'autre. C'est logique. Un corps conducteur, ça veut dire quoi un corps conducteur? Avant même de définir, un corps conducteur, comme son nom l'indique, c'est quelque chose qui va conduire. Ça va conduire. Et bien, ça va conduire le courant. Donc, par exemple, de corps conducteur, c'est le chargeur de vos téléphones. Ça, c'est un corps conducteur. Il conduit le courant. Euh, Après, je corps de quel les particules se déplacent. C'est le cours de électricité du 1. Vous avez compris, grâce aux liaisons métalliques, et ce qu'on avait fait nous en cours, vous avez compris grâce aux liaisons métalliques pourquoi est-ce que certains corps sont conducteurs et d'autres ne le sont pas. Libres, vous allez retrouver votre potence. Donc, les électrons qu'ils vont avoir, ils vont toujours, lorsque vous allez avoir un alliage, donc un ensemble de métaux qui vont se relier entre eux, vous allez avoir des électrons qui vont être libres. Ces électrons-là, si je vais ajouter une différence de potentiel, une pression qui va faire accélérer les électrons et les faire venir vers un endroit. Les conducteurs métalliques possèdent des électrons libres. Les mouvements d'ensemble de ces électrons libres produisent le courant électrique. Un corps diélectrique est isolant. Diélectrique, ça ne vous parle pas, mais isolant, oui. Donc, isolant, c'est un corps qui va empêcher, contrairement au conducteur, il va empêcher le déplacement des électrons. Et donc, l'énergie ne va plus pouvoir se déplacer, enfin, le courant électrique ne va plus pouvoir se déplacer à travers ce corps-là. Donc, par exemple, un exemple, ce serait le bois. Euh, une chose importante à comprendre, c'est que le corps isolant, c'est pas un corps qui va euh, empêcher, Juste, excusez-moi. c'est pas un corps
Moi, Ça va empêcher mais le ça déplacement. va. Oui, j'entends. Ouais, c'est Oui, juste oui, que. Ah, j'entends. c'est bon, parce que j'étais dans la liste d'attente avec mon iPad, mais c'est bon, je crois que vous m'avez accepté. Ah, ok. Merci. Ok, ok. Ouais, ouais, je vais régulièrement dans la salle d'attente, j'ai genre toutes les 2 minutes pour voir ça déjà. Du coup, un corps isolant, c'est pas un corps qui va empêcher le déplacement des électrons à n'importe quelle différence de potentiel. Il faut savoir qu'un corps isolant, si on déplace une certaine tension, une différence de potentiel, on va rappeler ce que ça veut dire, hein, ok? Mais si en gros, j'applique un certain, une certaine tension électrique sur les bornes d'un isolant, à une certaine limite, le corps isolant va céder et le courant va passer. C'est ce qui se passe pour le corps, par exemple. Si j'applique une petite différence de potentiel maintenant sur votre corps, le corps est un très bon isolant, c'est-à-dire qu'il a une résistance très élevée, il ne va pas laisser passer le courant. Ok. Par contre, si je commence à augmenter le voltage à travers les bornes sur votre corps, à un moment, si je vais dépasser une certaine tension électrique, je vais pouvoir faire passer le courant. Ok. Donc ça une constante à lui qui va le caractériser pour savoir à quel point est-ce que ce corps est isolant. Et cette constante-là, on appelle sa permittivité. Ok. Loi de conservation des charges électriques dans un corps clos, la somme des charges positives et négatives ne varie pas au cours du temps, c'est logique. Si je mets dans un ballon 10 billes plus et 10 billes moins, si je reviens dans 1 milliard d'années, je vais toujours retrouver ces billes-là. Ok. Même si la personne dans la salle d'attente. Donc l'électrostatique, donc vous allez voir que l'électrophysiologie peut être étudiée de deux manières, soit par le biais de l'électrostatique, c'est l'étude des charges à l'arrêt, tandis que l'électrocinétique, c'est l'étude des charges en mouvement. L'électrostatique, c'est l'étude des interactions des charges statiques entre elles ou avec leur environnement et permet de formaliser les propriétés qui découlent de leur répartition de charges. Donc là, on vous donne juste quelques définitions, quelques exemples de l'utilisation de l'électrostatique dans le corps humain. C'est pas très important, ça ne compte pas, donc on va pas s'attarder dessus. Ce qui nous intéresse, nous, c'est l'électrocinétique. Donc, l'électrocinétique désigne l'étude des charges à mouvement provoquées par les courants électriques. Donc, ça va être la grosse partie du cours. C'est plutôt l'électrocinétique. On étudie le mouvement des charges électrons-ions dans un milieu conducteur en utilisant la formalisation des propriétés de circuits électriques ou de solutions. Donc, vous aurez compris, euh, le courant tel que vous connaissez, ça peut être soit le déplacement d'électrons le long du corps conducteur, soit le déplacement d'ions. Donc, ça peut être des atomes ou des molécules qui sont chargées. Donc, Cl-, K+, etc. Exemple d'utilité en biologie. Le mouvement d'ion transmembranaire, bon, ça, c'est pas très important, on s'en fout. Application. Donc, application de l'électrocinétique en médecine, ça va permettre d'étudier le muscle cardiaque à travers l'électrocardiogramme, le CG, les muscles squelettiques en général. Donc, lorsqu'on étudie que le cœur, on appelle ça un ECG, électrocardiogramme. Lorsqu'on veut étudier un groupe musculaire, par exemple, le groupe musculaire du bras ou du pied, etc., euh, là, on va faire plutôt un électromyogramme. Myo, ça veut dire muscle. Et pour le cerveau, vous allez voir que ça va être un électroencéphalogramme. Nous, dans ce cours-là, ou plutôt dans la prochaine fois qu'on va faire ce cours, c'est dans le même chapitre, mais c'est la prochaine fois qu'on va faire ce cours, on va plutôt s'attarder sur l'ECG, l'électrocardiogramme, et on va voir comment est-ce qu'il fonctionne. Donc, ça va être plutôt amusant pour vous. Vous allez voir, vous allez bien aimer ce cours-là. Enfin, la deuxième partie. L'électrostatique, donc les forces électrostatiques. Là, vous allez voir une formule que vous connaissez depuis très longtemps. Euh, c'est la loi de Coulomb. Donc, deux charges électriques fixes ponctuelles. Attention, je dis bien fixes et ponctuelles. C'est très bien de l'avoir surligné. La personne qui a écrit ce cours l'a très bien surligné. C'est une partie qui est très importante dans la définition. Il faut que pour que cette loi s'applique, qu'on va voir tout de suite, pour que cette loi s'applique, il faut que les charges qu'on est en train d'étudier soient fixes et ponctuelles. Donc fixe, c'est qu'elles ne bougent pas, et ponctuelles, c'est que bah, par définition, elles ne sont pas continues. Elles sont à des endroits précis. Elles sont placées à une distance r l'une de l'autre entre elles. Une force électrostatique qui peut être une force soit de répulsion, si elles sont de même signe, soit d'attraction, si elles sont de signe opposé. Ça,
vous savez très bien. Donc là, c'est juste des petits rappels. Normalement, c'est quand plus et plus, ça se repousse. Et charge moins et moins, ça se repousse aussi. Je regarde juste la personne à la salle d'attente. Donc, la loi de Coulomb. La loi de Coulomb, avant de vous dire les règles de cette loi, on va d'abord voir la loi sous forme de formule. Donc, c'est la formule que vous connaissez tous. C'est un corps A applique sur un corps B une force électrique qui se note de cette manière-là. Donc, U comme étant, enfin ici, U 1 sur 2, c'est le vecteur unitaire, fois K0. K0, c'est quoi? C'est la constante de Coulomb, fois la charge 1, fois la charge 2, divisé par la distance au carré. Donc, ici, ça, c'est à peu près la même formule que vous avez vue pour la gravité. Et donc, vous la connaissez, elles ne sont pas à apprendre, il faut juste comprendre la formule. Vous savez que lorsqu'on applique lorsque un corps A applique une force sur, il attire un corps B sur lui, il crée une force de A sur B qui est de même intensité mais de signe opposé que la force qui est créée par B sur A. Ok. Donc là, c'est la troisième loi de Newton, vous la connaissez. Mais bon, là, on s'en fout de ça. Il faut juste retenir que la loi de Coulomb, ce que vous êtes en train de voir ici, si on reprend cette formule-là, regardez, enregistrez bien cette formule dans votre tête. Ok. Donc, c'est bon, vous l'avez mis? OK. On va reprendre les lois. On vous dit qu'elle est radiale. Elle est radiale, c'est-à-dire orientée suivant la direction de la droite, reliant les deux charges. Donc, comment on sait que c'est radial à travers la formule? On le sait à travers le vecteur unitaire, U de 1 sur 2. Le vecteur unitaire, c'est juste le vecteur qui va suivre la force. Donc là, vous voyez le U, c'est lui le vecteur unitaire. OK. Donc, elle est radiale. Radiale, pour vous indiquer ce que ça veut dire, radial, c'est de la même racine que rayon. Donc, je trace un cercle. Le rayon, il va être une espèce de segment de droite. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que la force est radiale, c'est-à-dire qu'elle va suivre une droite. Elle est proportionnelle au produit des charges. Pourquoi? Parce que si je vais sur la formule, je vais voir que c'est Q1 fois Q2. Donc, la force, la force de 1 sur 2 est proportionnelle au produit de Q1 sur Q2, un produit de Q1 de Q2. Et elle varie comme l'inverse du carré de la distance entre les charges et donc diminue lorsque les charges s'éloignent. Et là encore, vous l'avez ici. Donc, vous avez la force qui est inversement proportionnelle au carré de la distance entre les deux charges. Attention à une chose, c'est que je ne sais pas si vous êtes en train d'écrire ou pas, ou si vous êtes très attentif, mais si vous êtes très attentif, retenez le but dans votre tête. Ça, je vous l'ai déjà dit, mais lorsque il y a une proportionnalité par rapport au carré de quelque chose, il serait faux de dire que F est inversement proportionnel à R. C'est très faux de dire ça en passe. OK? Si je vous disais en QCM que F était inversement proportionnel à R, c'est faux. Il faut dire que F est inversement proportionnel à R au carré, donc le carré de R. Ok, donc attention à ce piège qui tombe énormément en QCM. Je dis bien énormément. En général, dans ce cours, c'est des choses simples qui tombent. Donc, ça va être surtout les lois de Coulomb, qu'on vient de voir ici. Donc, ça, et surtout ce qu'on va voir après. Donc, les lois de Coulomb. Pourquoi je vous ai dit ça à chaque fois que j'allais voir la formule? Tout ça pour vous dire que vous n'avez pas besoin d'apprendre ces trois lois-là si vous avez la formule en tête. Ok. Si vous connaissez déjà la formule en tête, c'est très bien parce que vous allez pouvoir retrouver ces trois lois-là. Donc, la première, c'est qu'elle est radiale. Donc, c'est logique parce que vous avez vu que dans la formule, il y a le vecteur unitaire qui intervient. On vous dit qu'elle est proportionnelle au produit des charges. Bah, c'est parfait parce qu'on voit que c'est Q1 fois Q2 et qu'elle est inversement proportionnelle au carré de la distance R. Je regarde juste la personne à la salle d'attente. Parfait. Donc, si on étudie cette loi-là de plus près, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir qu'il va y avoir plusieurs intervenants dedans. Donc, premier intervenant, c'est bien évidemment le vecteur unitaire. Le vecteur unitaire, on le fait intervenir parce qu'un vecteur ne veut pas être égal à une intensité, à une norme, il faut qu'un vecteur soit toujours égal à un vecteur. Donc là, on a mis f de 1 sur 2. Il faut forcément que dans le résultat, il y ait aussi un vecteur. Donc le vecteur qu'on peut intervenir, c'est le vecteur unitaire, ici. U de 1 sur 2. Ça, c'est la première chose. Deuxième intervenant, ça va être le K. Donc K, attention à une chose, c'est que lorsque on vous parle uniquement de K comme étant la constante de Coulomb, la constante de Coulomb, elle est égale à 1 sur 4 pi fois
epsilon. Epsilon, qu'est-ce que c'est? Ça, on l'a vu tout à l'heure, c'est la permittivité. OK? Là c'est très important, mais lorsque on parle de quelque chose dans le vide, donc par exemple la permittivité dans le vide, donc la loi de Coulomb, la constante de Coulomb dans le vide, on ajoute toujours un petit zéro en indice. Donc on met K, indice zéro ici. OK, donc le indice zéro, il n'est valable que lorsqu'on parle de la loi dans le vide. Si on ne parlait pas dans le vide, on parlait par exemple de la permittivité le long d'un câble en cuivre, on ne mettrait pas epsilon zéro, on mettrait juste epsilon quoi, du câble de cuivre. OK? Donc attention à cette petite nuance-là et à bien écrire. Ensuite, Q1 fois Q2, bah, Q1 et Q2, on a vu, c'était les charges. Donc, les charges, elles sont en coulomb. Le rayon dans le système international, bien évidemment, enfin, la distance, bien évidemment, dans le système international, c'est en mètres. Et la force, bah, vous le savez tous, c'est en newton. La permittivité électrique, vous n'avez pas besoin de la connaître, ni elle, ni sa valeur, ni ses unités. Donc, farad par mètre, c'est très bien, mais on n'a pas besoin de le savoir. On observe dans cette formule la même structure que la force gravitationnelle. Voilà, ça c'est dont je vous parlais tout à l'heure. Ici, le coefficient de proportionnalité est très élevé. On peut s'intéresser à des interactions microscopiques. Le champ électrostatique. Le champ bon, je vous dis, le cours, il a un mauvais, il est mal ordonné le cours. Là, on va vous définir des choses qui ont elles-mêmes besoin, qui font intervenir des choses qui ont elles-mêmes besoin d'être définies. Ok, donc bon, nous on va suivre le cours pour pas que vous soyez perdu, mais sachez que par exemple, moi, si je devais faire le cours avant de donner la définition de champ électrostatique, j'aurais bien évidemment donné la définition de tension, différence de potentiel. Or, le prof, il l'a fait qu'après, donc, et bon, ça, c'est pas très grave. Le champ électrostatique. Champ électrostatique, c'est le champ de force créé par une charge électrique, c'est un vecteur. Ça, pour ceux qui ont fait SP, physique-chimie en première, vous avez fait le TP avec les deux plaques de cuivre et vous avez calculé. euh, les cal- Il y a un micro qui est allumé. Il y a une question? Ceux qui ont un micro allumé, est-ce que vous pouvez l'enlever comme ça ajoute pas des bruits en plus? Merci. Donc, le champ électrostatique, c'est le champ de force créé par une charge électrique, c'est un vecteur. Donc, ça, vous l'avez vu en première, pour ceux qui ont fait euh, l'aspect physique-chimie, normalement, vous avez fait un TP avec une plaquette je ne sais plus en quelle matière, je pense que c'était en cuivre ou en fer, et vous avez dû retrouver le champ électrique en fonction de l'endroit où vous étiez. Donc, vous avez vu que le champ, ce n'est ni plus ni moins que la tension électrique, la différence de potentiel électrique entre les deux bornes, divisé par la longueur, par le diamètre, la distance, ce que vous voulez, quoi. Dans le cas précédent de charge de fixe ponctuelle, d'après la loi de Coulomb, on s'intéresse spécifiquement à l'action de charge sur l'autre. F est égal à Q, enfin, le vecteur unitaire, il n'a pas de valeur, c'est juste un vecteur, fois la constante de Coulomb, fois la charge 1, fois la charge 2, divisé par R au carré. OK? Ça, c'est la force. Le champ, qu'est-ce que c'est? Le champ, c'est juste euh, la différence de potentiel que va créer une charge en fonction de R. OK? Donc, R reste une variable, on ne la connaît pas, et lorsqu'on va ajouter une distance, là, on pourra calculer le champ. Donc, le champ, c'est juste une formule qui va nous permettre de savoir, en fonction de l'endroit où on est, quelle est la différence de potentiel qui va être créée par cette charge-là. OK, c'est ça la définition d'un champ électrique. Donc, un champ électrique F, enfin, la force électrique F est égale à Q2 fois E1. OK? Donc, le champ électrique, ça va juste être égal à la force divisée par une charge électrique. P étant le point où est localisée la charge de Q2. Donc, P est le point de l'observateur. Par exemple, ici, vous voyez sur ce schéma-là. Ok, vous voyez P. P, c'est là où je suis, là où j'enregistre la valeur. Pour savoir quel est le champ qui est créé la charge ici, Q, ici et là, bah, il va falloir que je fasse la formule. Donc, la charge fois la constante de Coulomb divisée par R au carré. Ici, R, vous le voyez. Ok, ce serait ça le champ ici à calculer. Et bien évidemment, étant donné que le champ, il a une double formule, soit la formule c'est celle-ci, celle que vous voyez maintenant en cours, soit vous utilisez la formule que vous avez vue au lycée, donc E est égal à V sur R. Et donc, bien évidemment, l'unité va être des volts par mètre. Vers la charge si Q est inférieur à 0 et dans le sens opposé si Q est supérieur à 0.
Ça veut dire quoi? On va le faire, mais en gros, bon, je regarde juste les personnes dans la salle d'attente. C'est parfait. Vous voyez tous mon écran là ou pas? Oui, Ok. Si j'ai une charge de plus ou si j'ai une charge de moins. Enfin, on va d'abord commencer par une charge de plus. Le cours, il nous dit quoi, le cours? Le cours, il nous dit le vecteur E a une direction qui est radiale par rapport à la charge. Elle est orientée vers la charge si Q est inférieur à zéro. Et dans le sens opposé, s'il s'éloigne, donc si Q est supérieur à zéro. Ça veut dire que lorsque cette charge-là m'habille plus, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va, elle va créer un champ électrique qui va s'éloigner de la charge. Donc, il va créer un champ comme ça. Il va s'éloigner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus je m'éloigne et plus la différence de potentiel qui va être créée par cette charge va diminuer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis ici, je dis n'importe quoi, je donne une valeur arbitraire, mais par exemple, la différence de potentiel électrique va être égale à 4 volts. OK? Si je vais être ici, la différence de potentiel va être par exemple égale à 3 volts. Ici, à... non, j'ai marqué le 2. Ici, elle va être égale à 2 volts, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus je m'éloigne, plus la différence qui va être créée par cette charge va baisser, ce qui est logique. OK? Plus vous vous éloignez, plus vous avez un aimant dans votre main, plus vous vous éloignez d'un autre aimant, plus bah, la force qui va être créée par cet aimant va diminuer. C'est ce que vous voyez là. En revanche, si maintenant j'ai une charge qui est négative, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir une charge qui est négative, ok? Cette fois-ci, plus je m'approche de la charge et plus le champ va augmenter. Pourquoi? Parce que c'est des valeurs qui sont négatives. Donc, ça veut dire que si je suis ici, je vais avoir une différence de potentiel de moins 4 volts. Là, ça va être de moins 3 volts, moins 2 volts, moins 1 volt, etc. Donc, ça veut dire que plus on se rapproche de la charge négative et plus ça augmente. OK? Parce que moins 3 c'est plus grand que moins 4, moins 2 c'est plus grand que moins 3, etc. etc. OK? Et ça va nous donner l'ordre de direction des charges en fonction du signe. Par convention, il faut qu'il y ait plusieurs charges pour observer un phénomène électrique. La valeur de la charge créée dépend bien évidemment de Q, mais aussi de la distance R. Les lignes de champ. Les lignes de champ, qu'est-ce que c'est? En gros, là, on vient de définir le champ électrique. Ok. Le champ électrique se définit comme étant la tension divisée par la distance. Il y a un paramètre du champ qu'on va étudier, enfin, on va en étudier plusieurs, mais le premier, c'est les lignes de champ. Les lignes de champ, en gros, c'est juste la représentation graphique, si vous voulez, du champ électrique. Le champ électrique, lorsque je vous en parle, comment je pourrais le montrer graphiquement? Ben, c'est simple. J'ai une charge, j'ai une charge ici, peu importe peu importe son signe, que ce soit plus ou moins, les lignes de champ, elles sont orientées comme ça. Elles s'éloignent de la charge. Et ça, c'est les lignes de champ. C'est le premier paramètre pour la définition graphique d'un champ électrique. Donc, les lignes de champ sont tangentes en tout point au champ électrique. Ok. Donc, toutes les lignes de champ sont orientées dans le même sens que le champ. L'ensemble des lignes de champ forme un spectre. Donc, on vous dit qu'elles sont tangentes parce que le champ, il est orienté comme ça, avec son vecteur de cette manière-là. Et donc, on vous dit qu'elles sont tangentes. En gros, elles sont parallèles. Elles vont, euh, elles vont diverger. Elles s'éloignent toutes de la charge, peu importe le signe de la charge. Ok. Deuxième chose qu'on va définir maintenant, c'est les surfaces équipotentielles. Surface équipotentielle, ça vous fait penser à quoi? La surface, ok, donc on parle bien d'une surface, et équipotentielle, le même potentiel, c'est le même potentiel. Là, on va définir un deuxième paramètre graphique. Ça va être un paramètre qui va vous montrer où est-ce qu'on va avoir la même différence de potentiel, peu importe où je suis. Ça va être comment? On va le dessiner comme ça. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que je sois ici, je suis à moins 4 volts, je sais pas, j'ai pas la valeur, mais je suis à 4 volts, ok? Que je sois ici, je suis aussi à 4 volts.
Ici aussi, je suis à 4 volts, etc. Pourquoi? Parce qu'on a la même distance de la charge en tout point. Donc ici, on a la même distance, là, on a la même distance, là, on a la même distance, etc. Donc ça, c'est des surfaces équipotentielles. Bah, vous allez en avoir à l'infinité, ok? Autant de valeurs. Donc là, vous allez avoir une deuxième surface équipotentielle. Ensuite, bah, vous allez en avoir une infinité, quoi. Donc ça, c'est deuxième paramètre graphique, c'est les surfaces équipotentielles. Le rayon reste le même, donc la, la différence de potentiel ne change pas. Un corps chargé soumis à un champ électrostatique et l'objet d'une force électrostatique, F est égal à Q fois E. Donc ça, vous savez déjà, pour ceux qui ont fait spé physique. Là, vous allez voir que c'est un cours qui va donner beaucoup de choses que vous avez déjà vues au lycée. Comme vous allez voir après, on va aussi approfondir certains trucs aussi. Mais sinon, si vous avez bien suivi au lycée, il n'y a pas de raison que ça se passe pas dans ce cours-là. Si plusieurs charges agissent sur le point P, on parle de distribution discrète de charges. Il y a additivité des charges en un point P. Regardez. Maintenant, je suis, je suis, je dis n'importe quoi. Mais en gros, je suis ici. OK? Moi, je suis là, c'est le point P qui est là. Je suis ici, en point P. Je vais avoir plein de billes, plein de charges, plein de piles qui vont être autour de moi, enfin, de charges qui vont, du coup, créer une différence de potentiel sur moi. OK? Donc, elles vont toutes créer une attraction sur moi, moi étant l'observateur au point P. OK? Donc, ici, ici, ici. Donc, voilà. La question est de savoir quelle est la charge finale le champ final qui va s'appliquer sur moi. Donc, pour répondre à cette question, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, le cours nous apprend que pour répondre à cette question, c'est très simple. Il faut faire la somme de chaque charge individuellement par rapport à moi. Donc, par exemple, ici, je vais faire le champ qui va être créé par cette charge sur moi, plus ce champ-là qui va être créé par cette charge-là, plus le champ qui est créé par cette charge-là, etc., etc. OK? Le problème, c'est qu'il y a une limite à ça. Vous imaginez bien que si maintenant il y a 1 milliard de charges autour de moi, ça va être beaucoup trop long pour faire la somme de tout ça. Donc, vous imaginez bien, si je charge ici, 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 bref, tout autour de moi, il y en a beaucoup trop, je vais être beaucoup trop long. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? À ce moment-là, on va plus faire une addition, mais à ce moment-là, on va intégrer. Donc, on va intégrer, on va simplement prendre la borne de la charge la plus loin, la charge la plus proche, et on va, bah, du coup, vu que l'intégrale, c'est la valeur, tout l'espace compris entre la valeur la plus grande et la valeur la plus petite, entre les deux bornes, bah, ça va nous dire que la charge finale, ça va être la somme de toutes ces charges-là. Donc, le champ électrostatique est la somme des charges qui s'appliquent sur le point P. Cela ne marche que pour une distribution discrète. Donc, discrète, vous avez vu ce que ça voulait dire avec moi en statistique descriptive. Discrète, ça veut dire discontinue, donc des charges qui sont séparées. Mais cette relation est difficile à utiliser pour un grand nombre de charges. On utilise alors plutôt la notion de distribution continue des charges. Et donc, à ce moment-là, ben, on ne va plus faire d'addition, mais à ce moment-là, on va intégrer. Je regarde juste si la personne dans la salle d'attente. Ok. Ici, bien évidemment, bon, on vous donne une petite valeur, mais bon, ça, vous le savez déjà. La distribution varie en fonction du type de répartition.
Allô, désolé, ça m'a fait quitter la réunion. On reprend le cours sans plus attendre. Est-ce que euh, il y a Hugo Capel qui est devenu le hôte? Est-ce que tu peux mettre hôte, s'il te plaît, pour que je puisse partager mon écran? Ouais, mais je sais pas comment on fait. Tu vas dans participants, Ouais. t'appuies sur moi, Mustapha. Et mais nommé animateur. Euh, ouais, je crois que c'est animateur. Il n'y a pas hôte? Ouais, c'est animateur. Ouais, c'est bon. Merci. Encore une fois, désolé, ça m'a fait quitter la réunion. Bon, on reprend avec le cours. Donc, on s'est arrêté à là, donc répartition des charges. Donc, on est en train d'étudier la répartition des charges. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en gros, ça va être quoi le champ qui va la moyenne des charges en fonction de la dimension dans laquelle on est. Ça veut dire quoi ce truc en chinois? Ça veut dire soit je suis à une dimension, je suis sur le long d'un trait, il y a plein de charges, ok, plein de petites billes. Ça va être quoi la répartition des charges? Ça va être une répartition des charges qui est linéaire, unique, ok? Et donc là, on va noter lambda, lambda pour L, qui va être égal à le nombre de charges le long de cette ligne-là, divisé par, bien évidemment, la longueur de cette ligne-là. Donc là, par exemple, il y a combien? Il y a 3, 6, 9 charges, 9 charges. Là, on va dire que ce trait-là, il fait 1 mètre. Donc, on va avoir 9 charges par mètre. Ok, donc c'est ça, là. Bon, là, c'est en coulomb. Ok, moi, je vous ai mis en truc. Euh, donc, ça va être ça, la répartition linéique des charges. Après, on peut aussi avoir une répartition linéaire des charges. Donc, linéaire, pardon, on a une répartition linéique et là, on peut aussi avoir une répartition surfacique des charges. Donc, comme son nom l'indique, cette fois-ci, ça va être en deux dimensions et on va étudier maintenant une surface. Donc là, par exemple, vous avez, je sais pas moi, 100 billes, bah, vous allez faire 100 billes divisé par la surface de cette aire-là. Et pour finir, dernière chose qui est la plus intuitive, ça va être le volumique. Donc le volumique, ça va être divisé par un volume. Ok, je vais pas le faire, mais voilà. Vous n'avez pas besoin de savoir tout ça. C'était juste pour vous expliquer qu'est-ce que ça voulait dire. Mais la seule chose à retenir, c'est que la répartition des charges sur une ligne, elle se note lambda. Elle est égale à d2q sur d2l. L, parce que c'est une longueur, c'est une dimension. La répartition des charges sur une surface, donc surface S comme sigma, ça va être égal à d2q sur d2s, S pour la surface. Et la répartition des charges dans un volume, ça va être ρ, comme la masse volumique que vous avez déjà vu, divisé donc par la somme des charges, non, la somme des charges divisée par le volume. Donc là, c'est une densité volumique. Et c'est des coulombs par mètre cube. Donc voilà. Le flux de champ électrostatique. Donc c'est quoi le flux? Le flux, c'est un J'ai une débit, question. dis-moi. Là, il y a marqué dans le cas d'une densité limite de charge, il y a Mhm. l'intégrale et après il y a l'intégrale deux fois et trois fois. Ça signifie quoi? C'est lorsque tu vas intégrer une seule fois, c'est juste pour une seule dimension, deux fois c'est pour deux dimensions et trois fois c'est pour trois Ok, dimensions. D'ailleurs, c'est un procédé que vous allez revoir dans notre cours. C'est une bonne question. Vous allez revoir ce procédé dans notre cours, mais sachez que en passe, on va pas vous demander de le savoir ni de le faire, ni même de savoir intégrer ça. Ok, donc t'inquiète pas. ok, ça va, merci. Et ça tombe jamais en QCM, donc voilà, c'est juste pour vous faire peur. Flux de champ électrostatique. Donc le flux, qu'est-ce que c'est? Le flux, c'est un débit qui prend en compte aussi la surface. La surface et le temps, bien évidemment. Donc, un débit, c'est un volume. Donc là, imaginez-vous qu'on est on parle d'électricité. Donc, ça va être quoi le flux d'un champ électrique? Ça va être la quantité de charges qui vont passer euh, par un temps T, divisé aussi par la surface du câble électrique, donc par le diamètre du câble. Donc, ça va être ça, le flux de champ électrostatique. Ça, c'est la définition générale. Maintenant, en termes de formule littéraire, on va avoir de phi. La phi, c'est la notation du flux. Ok, donc, phi, c'est la lettre grecque que vous connaissez tous. Phi pour flux, on l'utilise en général pour le flux, qui est égal à le champ électrostatique fois la surface. Parce que je vous ai dit qu'on prenait en compte, du coup, la surface. Si
euh, Q est supérieur à 0, donc si la charge est positive, le vecteur E est de même sens que le vecteur N, le flux est positif. Donc là, vous allez être... C'est un cours qui demande beaucoup de compréhension, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas très compliqué si vous comprenez pas tout. Mais bon, pour vous expliquer la partie là, là, vous avez une charge ici qui va émettre un champ. Ok. Donc, nous, on veut calculer quel est le flux de ce champ-là. Donc, le flux, je vous ai dit qu'on prenait en compte une surface. Donc là, je vais étudier quelle est en gros la quantité de tension qui va s'appliquer sur cette surface-là en fonction du temps. Ok. Donc, c'est la définition du flux. Eh bien, ça va être le champ qui est créé fois la surface. Euh, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais. Pourquoi est-ce qu'on vous dit que si, regardez, on vous dit si Q est positif, le vecteur est de même sens que le flux N, le flux est positif. Alors que si c'est négatif, le flux est négatif. Rappelez-vous ce qu'on avait dit tout à l'heure, là, c'est un petit peu contradictoire, parce que tout à l'heure, on avait dit quoi? On avait dit si Q était positif, le champ est s'éloignait, si c'était négatif, ça s'approchait. Ok. Mais là, en gros, c'est logique parce que on avait dit que le champ, il allait dans cette direction-là, comme ça. Ok. Or, là, on est en train d'étudier euh, une surface. Donc, une surface, elle a un vecteur normal que vous avez vu normalement en première en maths, ceux qui ont fait les maths en première. Vecteur normal qui est perpendiculaire à la surface. Donc, si le flux est positif, ça va dans le même sens comme ça que le vecteur normal et donc le flux est noté positivement. Donc, c'est ce qui est écrit là. Alors que si c'est négativement, bah, vous avez le vecteur normal qui est comme ça, qui est perpendiculaire à la surface. Par contre, le champ qui va être de ce sens-là. Et donc, bien évidemment, ça va être négatif. Donc, ça, c'est pour que vous compreniez bien. Là, on va juste vous remplacer la formule du champ. Enfin, on va juste introduire dans la formule phi est égal à E fois S. On va juste remplacer E par par sa formule entière. Donc, E, on l'a vu, c'était le vecteur unitaire fois le vecteur unitaire fois la constante de Coulomb fois la charge qu'on est en train d'étudier divisé par la distance au carré. Et donc, on nous apprend une chose, c'est que la surface divisée par euh, la distance au carré, c'est égal à l'angle solide élémentaire. Donc ça, c'est ce qu'on avait fait dans le cours de métrologie. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, si votre mémoire est bonne, on avait regardé un petit peu ce que ça voulait dire que l'angle solide, et je vous avais dit qu'on allait revoir ça dans le cours d'électrophysiologie. Donc l'angle solide, bon, dommage que vous ne savez pas, j'aurais pu vous montrer comme ça devant moi avec une feuille, mais là, ça va être compliqué sur une tablette. Donc là, vous avez, euh, bon, on reprend ce schéma-là. Donc là, vous êtes en train d'étudier la charge qui va appliquer une tension qui va passer par cette surface-là. Ça va être quoi l'angle solide? Ça va être cet angle-là. OK? Sachant que l'angle solide, il ressemble énormément à l'angle élémentaire que vous connaissez, donc 1 degré, 2 degrés, 90 degrés, 100 degrés, 300 degrés, etc. Sauf que là, imaginez-vous qu'on ne soit pas sur une surface en 2D, on est en 3D. OK? Donc, imaginez-vous que c'est un cône. Donc là, c'est pas un triangle, ça, c'est un cône. Donc, quand je vois d'en haut, c'est une espèce une pyramide avec une base qui est circulaire. Donc, je sais pas si vous arrivez à concevoir de quoi je parle, mais en gros, l'angle solide, ça va être, en gros, vous prenez une feuille, vous faites une pyramide avec une base circulaire avec, et l'angle solide, ça va être l'angle, du coup, de cette pyramide-là. Je vous ai pas très bien compris. Gardez-le en question, je vous montrerai la semaine prochaine, normalement, ou dans 2 semaines, je ne sais pas quand on va faire ce cours-là, à la prochaine fois en présentiel. Enfin, la deuxième partie de ce cours, on va la faire en présentiel, mais du coup, vous pouvez me poser votre question dessus. Euh, le flux de champ, je regarde juste si la personne a la salle d'attente. C'est bon. Le flux de champ dépend de l'angle solide à partir duquel est vue la surface. Donc ça, c'est en gros, ça reprend ce que j'étais en train de vous dire. Euh, le flux de champ électrostatique est introduit par un théorème, c'est le théorème de Gauss. Ce théorème, il vous dit que le flux de champ électrique à travers une surface fermée, donc imaginez-vous à travers un cercle orienté dans une direction quelconque, est égal dans le vide à la charge électrique totale contenue à l'intérieur de cette surface divisée par la permittivité de cette surface dans le vide, donc epsilon 0. Donc là, il n'y a pas vraiment de logique, il faut juste apprendre.
Mais en gros, on est en train de vous dire que si maintenant j'ai un ballon qui est fermé, donc là on est en train d'étudier le flux électrostatique à travers une surface. Mais la surface elle est ouverte. Ok, vous voyez bien là. Là par exemple ici, bah, c'est ouvert là. Là c'est ouvert, là c'est ouvert, là c'est ouvert, là c'est ouvert. Et là par contre voilà. Par contre là on est en train d'étudier la surface, une surface fermée. Donc là vous avez un cercle et à l'intérieur vous avez votre charge que vous êtes en train d'étudier. Eh bien le théorème de Gauss il vous dit que le flux de champ à travers cette surface-là, il va être égal à la somme des charges qui sont à l'intérieur divisé par la permittivité. Permittivité, je vous rappelle, c'est la constante diélectrique, c'est à quel point est-ce que le matériau est isolant. Donc, une deuxième manière d'écrire euh, le théorème de Gauss, c'est sigma fois S divisé par epsilon 0, parce que vous avez vu que, tout à l'heure qu'une densité de surface, une densité surfacique, donc là regardez, là on est en train d'étudier un cercle, donc un cercle c'est plan, c'est en deux dimensions. Donc là c'est une surface, on va avoir une surface. Donc Q, on avait vu tout à l'heure que sigma était égal à Q sur S. Donc Q étant la somme de ces charges-là, bah, va être égal à sigma fois S. Okay, et donc là, on a juste remplacé Q par sigma fois S dans cette deuxième partie du théorème, divisé par epsilon 0. Donc voilà, ça c'est un théorème. Euh, Comme tout théorème, il faut l'apprendre par cœur. Donc je vous ai déjà dit que la passe, c'est pas trop un truc de réflexion. Donc là, vous apprenez ça par cœur. Le piège, ce serait quoi? Le piège, ce serait de vous dire, qui tombe souvent, ce serait de vous dire, le flux du champ électrique à travers une surface fermée orientée dans une direction quelconque est égal à la charge électrique totale. Donc, j'ai oublié dans le vide. Donc, ça, c'est un piège récurrent qui tombe. Donc, apprenez bien ce théorème en entier et par cœur. Potentiel électrique, donc potentiel électrostatique. Donc, potentiel électrostatique, euh, on va voir maintenant en quoi ça veut dire, enfin, qu'est-ce que ça veut dire ce potentiel. Vous avez vu beaucoup de fois cette notion de potentiel électrostatique, que ce soit au lycée, au collège. Donc, pour beaucoup d'entre vous, j'espère que vous avez compris, le potentiel, on peut le définir comme étant, là, vous avez comme étant une différence de billes à deux endroits. Donc, je m'explique. Donc là, imaginez-vous que vous ayez des billes, ok? C'est des billes qui sont chargées. Donc là, vous avez une bille chargée plus, là, vous avez une bille chargée plus, là, vous avez une bille chargée plus, etc. Donc là, vous avez, je dis n'importe quoi, vous avez cette bille. Vous en avez sept. À côté, vous faites un autre pôle de billes. Donc, je sais pas, moi, vous mettez une bille à votre gauche, une bille à votre droite, une seule bille ici maintenant à droite. Il va y avoir une différence de billes là. Vous êtes d'accord avec moi? Là, vous il y en a sept et là, il y en a qu'une seule. Donc là, vous allez avoir ce qu'on appelle une différence de billes. Et donc, qu'est-ce qu'il va se créer? Il va se créer une espèce de pression qui va vouloir faire en sorte que ces billes-là aillent équilibrer ces billes-là. OK, du coup, pour baisser la différence de tension. Parce que la nature a horreur du vide, donc il va falloir combler cette lacune-là par, euh, par ça. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, vous allez avoir naturellement des billes qui vont aller se déplacer pour aller équilibrer cette surface-là. Et donc, celle-là va baisser. OK? Et bien, pour le courant électrique, c'est pareil, c'est exactement pareil. Vous avez des électrons à un pôle, donc c'est le pôle moins. Donc, vous avez déjà vu les piles, vous avez tous étudié les piles au lycée, au collège, en cinquième, quatrième, à la loi des mâts, à la loi des nœuds. On vous a cassé la tête avec, vous avez souffert avec. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que vous aviez un générateur. Donc, le générateur, il avait deux pôles, un pôle chargé plus, un pôle chargé moins. Le pôle qui était chargé moins, c'était le pôle qui contenait les électrons. Donc là, vous avez tous les petits électrons de ce côté. OK? Vous avez tous les petits électrons de ce côté. Là, vous aviez très peu d'électrons. Et donc, étant donné que là, vous avez beaucoup plus de moins ici que là, on mettait la charge de moins et là, on mettait la charge de plus. Pourquoi? Parce que c'était une différence relative. OK? Là, par exemple, si je prends ce schéma-là, si je prends ce schéma-là, si je voulais faire une différence relative, ici, je mettrais la charge de plus et là, je mettrais la charge de moins. Pourquoi? Parce que c'est une différence relative. Là, en gros, ça veut juste dire qu'ici, il y a le plus. Ça veut dire qu'il y a plus de billes plus et là, c'est là, il y en a le moins. Donc, c'est pour ça qu'on a mis le moins alors que c'est chargé tout le temps positivement. Vous êtes d'accord? Voilà. Donc là, vous aviez 5 billes de ce côté, là vous en avez qu'une seule. Et donc, naturellement, les électrons, ils avaient tendance à circuler ici, parce que les électrons, ils ne peuvent pas voler, ils doivent forcément suivre un corps conducteur, comme on a vu. Donc, ils doivent forcément suivre ce corps conducteur pour aller équilibrer le générateur de l'autre côté. OK? Et donc, nous, qu'est-ce qu'on faisait en électrique, en électricité? On en profitait pour mettre un dipôle
Donc, par exemple, une lampe ici, et lorsque les électrons passaient par là, bah, ils allaient allumer la lampe. Ok. Parce que du coup, bah, un exemple, la lampe, c'est quoi? C'est juste de l'incandescence. C'est des électrons qui passent, qui vont créer de l'énergie. Bon. Et donc, c'est comme ça qu'on pourrait expliquer l'électricité. Donc, les électrons, comment ils se déplacent? Ils se déplacent de moins vers plus. Ok. Ça, c'est un petit aparté, mais c'est dans le cours. Ok. Je suis en train d'expliquer une chose qui est dans le cours, mais après. Mais c'est bien que vous la comprenez dès maintenant. Donc, je ne suis pas en train de vous l'inventer, je ne l'ai pas sorti de nulle part. Donc, euh, les électrons qui sont là, ils vont naturellement se déplacer. Et une fois que ça y est, ils ont tout équilibré, bah, le générateur, il marche plus. La pile, elle marche plus. C'est pour ça que les piles, à la fin, elles marchent plus, parce que tous les électrons ont équilibré le pôle plus. Euh, Ben voilà, donc j'espère que vous avez tous compris. Dernière chose à comprendre, c'est que le sens des électrons de la pile va de moins vers plus. Ça, vous l'avez tous vu. Vous avez tous vu maintenant, ceux qui ont fait spé physique en terminale, ou alors pas encore, je sais pas, mais que les électrons se déplacent de moins vers plus. Par contre, le courant, comme on connaît, nous, c'est quoi? C'est le déplacement, c'est l'inverse du sens de déplacement des électrons. Pour nous, en fait, le courant, c'est comme ça. Il se déplace de plus vers le moins. Pourquoi? Parce que c'est une convention. Lorsqu'on a découvert l'électricité, euh, bon, par Monsieur Volta, vous savez tous, lorsqu'il a découvert l'électricité, et ensuite il y a eu des conventions internationales à l'époque, on ne savait pas ça. On ne savait pas que c'est parce qu'il y avait une différence d'électrons qu'il y en avait qui se déplaçaient de moins vers le plus. Ok. Nous, on savait juste ça. On voyait juste un truc, un générateur, un plus et un moins, et on voyait qu'il y avait un truc qui s'allumait entre les deux. Il y avait une lampe qui s'allumait. Bah, c'est très bien. Mais on a dû ajouter des nouvelles conventions pour harmoniser les recherches. Et donc, on a dit que, enfin, on a décrété que la convention du sens de déplacement du courant, c'était du plus vers le moins. Et c'est bien après qu'on a compris comment marchait le courant que les électrons se déplaçaient en fait dans le sens inverse. Et le problème, c'est que le monde était beaucoup trop mondialisé, enfin, l'industrie était beaucoup trop mondialisée à l'époque pour changer les conventions, une convention aussi importante. Donc, on ne pouvait pas changer ça. C'était trop tard et on a laissé cette convention qui marche encore aujourd'hui, où on dit que le courant va de plus vers moins. Par contre, les électrons, en réalité, se déplacent de moins vers le plus. Bon. Euh, Potentiel électrostatique. Vous avez tous compris maintenant ce que c'est que le potentiel électrostatique. Maintenant, en parole, en chiffres, en formule, ça veut dire quoi? Ça veut juste dire que, bon, en vrai, tout ça, vous pouvez même le skipper. On peut même le skipper, on n'a pas besoin, ça ne se compte pas, c'est pas très important. Mais en gros, vous avez deux points de l'espace A et B, le travail, donc euh, la force qui est créée pour faire dépasser ces électrons, elle est égale à, enfin, le travail qu'on note W, vous avez vu dans le cours d'électrostatique, on note le travail W, est égal à la force fois, euh, fois la longueur. Et ça, vous l'avez fait normalement dans le théorème de l'énergie cinétique en première. Vous avez vu que le travail est égal à la force fois la longueur, et c'est l'intégrale de tout ça. Et c'est logique, parce que regardez, là, si j'ai F fois DL, DL, c'est la constante. Donc, si je dérive ça, bah, je tombe sur le travail. Et c'est comme ça qu'ensuite, on peut en décréter toutes les valeurs. Donc, W est égal à Q fois E, parce que F est égal à Q fois E. Or, Q, c'est une constante, donc on peut la faire sortir. Et E, c'est quoi l'intégrale de E? Personne? Bon, ok, c'est pas grave. Mais en gros, tout ça pour vous dire que W, on peut le noter énergie potentielle, donc énergie potentielle, et en remplaçant W par EP, en gros, enfin, on ne remplace pas, c'est juste qu'on change le nom, on va appeler le travail énergie potentielle, on peut trouver la formule qui vous dit que l'énergie potentielle est égale à la constante Q, donc qu'on a ici, fois V qu'on a là. Et V, comme on a trouvé le V, bah, c'est simple, E, on avait dit que E est égal à V sur la distance, donc L, et étant donné que là on a E, donc on remplace E par V sur L. Et là, on a encore un L, donc le L et L, ils s'annulent, et on tombe sur Q fois V. Et donc, c'est comme ça qu'on a la formule euh, qui peut vous servir. Donc là, ça peut vous servir tout ça pour... je me rappelle, moi, nous, on avait utilisé cette formule de l'énergie potentielle pour les équations horaires. Et on les avait fait avec les électrons, je me rappelle, c'était un exercice. Donc, ça m'a servi. Parce que du coup, il fallait faire la somme des forces et il fallait calculer l'énergie potentielle de l'électron. Une charge de Q crée un potentiel électrostatique entre point P de l'espace noté la différence de potentiel, donc V, au point P.
est exprimé en volts. Ce potentiel dépend de sa position par rapport à Q et est inversement proportionnel à R, qui sépare P de la charge de Q et s'exprime en volts. Voilà, tout ça, on s'en fout. Tout ça pour vous dire que tout à l'heure, on avait dit que c'était égal à quoi tout à l'heure? On avait dit que E était égal à vecteur unitaire, mais là, on ne parle pas de vecteur, donc on s'en fout, on peut ne pas le mettre. K fois la charge divisée par R au carré. Ok. Et ensuite, on avait vu aussi que E est égal à V sur L. Et L, on peut aussi l'écrire R. En fait, c'est en fonction des. Nous, comme on veut l'appeler, mais R, c'est pas le rayon. R, c'est juste la différence, enfin, la, la longueur qui sépare les deux points. Or, là, si je veux trouver V, je fais quoi? Bah, je fais V est égal à K0 fois Q fois R divisé par R au carré. Et donc, je tombe sur V est égal à K0 fois Q divisé par R. Ok. Et donc, c'est comme ça que je peux trouver la formule ici du potentiel, au point P. Donc, ça, c'est les surfaces équipotentielles. Ça, on les avait fait tout à l'heure. Donc, je vous l'ai déjà expliqué. Donc, là, vous avez tous compris. Donc, là, vous avez les lignes de champ et autour, vous avez les surfaces équipotentielles qui sont perpendiculaires aux, euh, aux lignes de champ. Donc, de votre charge ici, on s'en fout du signe de la charge. Vous avez juste la charge, on s'en fout du signe. Vous avez la charge, vous avez les lignes de champ, comme ça. Vous avez les surfaces équipotentielles. Et donc, il y a un angle qui se crée ici, 90 degrés. Donc, elles sont perpendiculaires. Voilà. Les lignes de champ sont toujours perpendiculaires aux surfaces équipotentielles et orientées dans le sens de V décroissant. Donc, ça, on l'avait dit tout à l'heure. Euh, le sens du champ électrique dépend euh, du signe de la charge. Si la charge est chargée positivement, vous avez vu que les lignes de champ étaient orientées euh, vers le dehors, du sens opposé à la charge. Donc, vous avez rappelez-vous de l'histoire avec 4 volts, 3 volts, 2 volts, etc. Donc là, on avait vu que le potentiel baissait en fonction, plus on s'éloignait de la charge et plus le potentiel baissait. OK? Et c'est pareil pour l'inverse, enfin, pour le signe opposé, quoi. Relation entre potentiel et champ électrostatique. Le potentiel varie suivant les différentes directions. Là, donc, les variations, ça, on s'en fout vraiment, mais vraiment, on s'en fout, on s'en fout. Il faut juste retenir ça, cette égalité-là. C'est que euh, la différence, enfin, la dérivée du potentiel électrique est égale à le signe opposé de scalaire E fois de E scalaire L. Mais sinon, le reste, on s'en fout. Donc, le vecteur E est perpendiculaire aux surfaces équipotentielles, ça on vient de le voir. Il est orienté dans le sens de V décroissant. Ça, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Dipôle électrostatique. Donc, avant de commencer cette grosse partie, je vais juste m'assurer qu'il n'y ait personne dans la salle d'attente. Dipôle électrostatique. Donc, qu'est-ce que ça peut vous faire, à quoi est-ce que ça peut vous faire penser dipôle électrostatique? Bah, étymologiquement, vous avez le- la réponse devant vous. Donc, dipôle. Dipôle, c'est quand il y a deux pôles électrostatiques. En gros, un dipôle électrostatique, c'est quoi? Imaginez-vous un ballon. Vous avez un ballon devant vous. OK? Et ce ballon, il est rempli et c'est un corps neutre. OK? Donc, qui me rappelle la définition d'un corps neutre? On a vu tout à l'heure au début. Allez-y, je vous écoute. Et quand toutes les charges inter sont compensées. C'est ça. Donc, vous avez autant de charges plus que de charges moins. OK? Donc, par exemple, dans le ballon, vous avez trois charges de plus et trois charges de moins. Donc là, c'est un corps qui est neutre. OK? Il y a zéro de différence de charge de signe opposé. OK, parfait. Maintenant, imaginez-vous que vous ayez un corps neutre. Vous avez un corps neutre, sauf que cette fois-ci, il y a une particularité sur ce corps neutre, c'est que les charges ne sont pas euh, mélangées. En gros, vous avez d'un côté toutes les charges plus et d'un côté toutes les charges moins. Donc là, vous avez ça et là, vous avez ça.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le barycentre des charges plus ne se confond pas avec le barycentre des charges moins. Et donc là, vous allez avoir un dipôle qui va se créer. Donc deux pôles qui vont se créer dans ce corps neutre. Le corps étant lui-même neutre, sauf que euh, il va y avoir dans ce même corps qui est neutre un moment où il va être moins, un moment où il va être plus, enfin, en fonction de là où on est. Ok? C'est ça, un dipôle électrostatique. Et donc, ce dipôle électrostatique, c'est une notion qui est très importante. Par exemple, je vous donne une molécule qu'on connaît tous, l'eau. Donc, l'eau, c'est H2O. Vous avez tous vu les liaisons qui sont polarisées, donc les liaisons polaires. Vous avez vu que, par effet inductif, l'oxygène qui avait 3,44 d'électronégativité allait attirer davantage les électrons de l'hydrogène qui a une électronégativité de 2,2 vers l'oxygène. Ok. Donc là, il y a une charge delta plus, là, il y a une charge delta plus, et là, il y a deux charges delta moins. Ça, vous le savez tous. Vous l'avez tous vu, que ce soit au lycée ou avec moi. Donc là, vous êtes tous à jour sur ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le barycentre des charges négatives, il est là. Le barycentre des charges positives, où est-ce qu'il est? Ben, c'est simple, je prends les charges positives là, et je fais la moyenne. En gros, où est-ce qu'elles sont? Donc, je trace le trait, elles sont sur la médiane. Donc, le barycentre des charges plus, il est là. Et celui des charges moins, ben, il est là. Ça veut dire que l'eau, c'est une molécule qui est neutre, ok? Parce que c'est un corps qui a autant de charges plus que de charges moins. C'est une molécule. Par définition, une molécule, c'est neutre. Sinon, on appellerait ça un ion polynucléaire. Donc, c'est une molécule qui est neutre, bien évidemment. Et le, le- le- la grosse spécificité, c'est que le barycentre, lui, ne se confond pas. Et donc, l'eau, c'est un dipôle électrostatique. Et un dipôle électrostatique, il est défini par un vecteur. On appelle ça le vecteur, le moment dipolaire, le vecteur qui a la norme, le moment dipolaire, enfin, le vecteur, on appelle le moment dipolaire, on l'appelle M. Et ce M, il va donc de moins vers plus. Ça, on va le voir après. Mais c'est très bien déjà que vous comprenez ce que c'est qu'un dipôle électrostatique. Donc, si jamais vous ne comprenez pas au cas, vous pouvez me poser la question et je vous expliquerai encore une fois. Donc, définition. Il existe des systèmes globalement électriquement neutres, mais dont le centre de gravité des charges négatives n'est pas confondu avec celui des charges positives. Un tel système peut être modélisé par des charges électriques ponctuelles, plus Q et moins Q, situées à une distance l'une de l'autre, on s'en fout. Un tel système est appelé dipôle électrostatique, ça on l'a dit. On caractérise un dipôle électrostatique par son moment dipolaire M, qui est porté par l'axe moins Q plus Q, et qui est orienté dans le sens moins Q vers Q, son module QD part de la médiane du segment Q1, Q2. Donc là, imaginez-vous que l'on trace le segment de droite qui va du barycentre moins vers le barycentre plus. Ok, donc là, la droite, elle est comme ça. Je prends le milieu de la droite. Ok, et le vecteur QD, enfin le moment dipolaire. Donc, notez bien une chose, c'est qu'en physique, en UE3 passe en médecine, on n'utilise plus trop le terme vecteur, on utilise plutôt le terme de moment. Ok, donc moment, vous pouvez écrire que moment, donc vraiment quand un moment, est égal à vecteur. Ok. Par contre, intensité, vous avez tous vu qu'un vecteur, il a un point d'application, un sens, une direction et bien évidemment une intensité. L'intensité, on appelle plus ça une intensité, on appelle ça un module. Voilà. Cela dit, donc on reprend notre explication. On trace un segment de droite qui va de moins à plus, ok? Et le moment dipolaire, il va être égal M, donc en l'autre M, son module il va être égal à Q, donc Q c'est la charge de l'élémentaire, fois D, D étant la distance ici. Et ça va dans ce sens-là, parce que ça va de moins vers plus. Donc voilà. D, Euh, c'est quoi, pardon? avec J'ai pas compris. D, c'est la distance qui va séparer les deux. Ça veut dire à partir du milieu ou de... Ah non, 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 non. Le vecteur, il commence à partir du milieu, mais... Ah, pardon, pardon. Je vais le faire plus clair. D. C'est Ok, bon là? c'est bon. Ouais, Ouais, c'est bon. c'est tout à D. Ok. Donc, là, c'est un exemple qu'on vous donne. On vous donne le monoxyde de carbone. euh, on vous donne l'eau. Et bon, tout ça, on s'en fout. Pour un dipôle, il faut être à distance, en présence. Donc, ça, par contre, on s'en fout vraiment, vraiment pas. Ça, là, ce qu'on est en train de faire, c'est avec la loi de Coulomb, c'est ce qui tombe le plus en QCM. Donc, vous avez ça et la loi de Coulomb.
Et après, vous avez toutes les formules inutiles là, que vous connaissez tous au lycée, P est égal à U fois I, etc. Mais ça, vous le savez. C'est vraiment ça, les deux gros trucs qui tombent. Ça, c'est une partie qui est qui est un petit peu subtile à comprendre. Vous allez voir. En présence de deux charges, donc on a un dipôle. Ok. On a décrété ce que c'était qu'un dipôle. Donc un dipôle, c'est un ballon qui contient tant de charge de plus que de charge de moins, mais dont le centre de gravité, les deux charges ne se confondent pas. Donc ça, c'est la définition d'un dipôle. Maintenant, imaginez-vous que l'on ait un dipôle, donc une molécule qui soit petite. Donc là, vous avez votre molécule d'eau. Moi, je suis ici. Là, vous avez la molécule d'eau. Moi, je suis ici. Je suis, je sais pas, n'importe quoi, je suis là. Enfin, je mets en dehors du dipôle quand même. Mais je suis là. Je suis le point P. Moi, je suis l'observateur. Je viens avec mon voltmètre et j'aimerais savoir quel est le champ qui va s'appliquer sur moi à ce point-là. Eh bien, ça va être quoi? Bah, ça va être ça va être quoi? On a eu tout à l'heure le champ qui était en un point, c'était égal à la somme des champs qui s'appliquaient au point P. Donc là, vous avez le champ du barycentre qui s'applique sur moi, ici, moins le champ qui va s'appliquer ici. Étant donné que là, regardez, là, il y a une différence très subtile, mais là, vous voyez qu'on est plus proche de plus que de moins, là. Je sais pas si vous voyez, mais la droite, elle est un petit peu, le segment de droite, le segment, il est plus petit pour le plus que pour le moins. OK? Et donc là, vous comprenez bien qu'il y a une différence qui est significative de distance qui va être prise en compte. Et donc là, vous allez avoir une formule particulière qui va être décrétée. Euh, ça va être le potentiel enregistré en P qui est égal à la constante de Coulomb dans le vide, donc K0, facteur de Q sur R1 moins Q sur R2. Par contre, si maintenant je suis très loin, très très loin, donc imaginez-vous que je sois à 20 km d'ici. Ça fait très loin, donc je suis là, ici le point P. Et donc, comprenez bien que la différence entre entre les deux vecteurs, pardon, la différence entre les deux dipôles, elle est plus significative. Donc, voilà, c'est plus significatif. Donc, on la prend plus en compte. On considère que ce R1 ici, donc ce segment, il a la même longueur approximative que ce segment-là. Et donc, on peut mettre tout ça au même dénominateur. Donc, on peut considérer ça comme étant R au carré. Et au-dessus, bah, on met le moment dipolaire fois cosinus alpha. Pourquoi? Parce qu'en gros, c'est juste le. Alors, là, ne me demandez pas l'explication du pourquoi, du comment, mais le prof, il fait un, euh, le vecteur scalaire du vecteur unitaire, enfin, le vecteur unitaire scalaire, le moment dipolaire. Donc là, vous avez U scalaire M. Donc, vous avez vu que quand on fait scalaire quelque chose, on fait euh, le module, par exemple, le module de M, donc le module de M, donc l'intensité de M est égale à QD. Le vecteur unitaire, c'est égal à 1, donc on ne met pas, fois le cosinus de l'angle entre les deux. Donc, le cosinus, là, vous voyez, le cosinus bon, là, c'est très pixelisé, entre le vecteur unitaire et le vecteur M. Donc, c'est pour ça qu'on trouve ça. Moi, je peux vous expliquer comment on trouve le cosinus, etc. Par contre, ne me demandez pas pourquoi le prof, il fait le vecteur scalaire. Alors que ici, il le faisait pas. S'il l'avait fait ici, ok, mais là, il l'a pas fait. Donc, je ne saurais pas vous dire pourquoi il le fait à un moment et pas à un autre. Donc, voilà. Euh, mais en gros, il faut juste retenir ces deux différences. Donc, en QCM, pourquoi je vous ai dit tout ça? C'est qu'en QCM, on va vous mettre les deux formules, OK? Et on va vous dire, en présence de deux charges éloignées d'une distance D, le potentiel en un point P et la somme des potentiels créés, OK? Ça, on s'en fout. Il va falloir retrouver, en gros, on va mettre la formule et on va vous dire si c'est celle-là la formule ou pas, OK? Par contre, je peux aussi mettre un QCM où je vous dis que les charges sont très proches entre elles par rapport au point de mesure P. Et donc, cette fois-ci, ça va être cette formule-là qui va s'appliquer. OK? Donc, c'est ça qu'il va falloir reconnaître en QCM. Et là, vous voyez que là, c'est R au carré qui intervient, alors que là, c'est enfin, il n'y a pas de carré. Deux charges électriques de signe opposé sont assimilables à un dipôle pour un point éloigné. Il y a un seul champ associé à un dipôle. Les lignes de champ sortent de la charge positive vers la charge négative, ça on a vu tout à l'heure pourquoi. Et les surfaces équipotentielles sont bien perpendiculaires à ces lignes, ça on va enregistrer l'activité électrique des organes, le CG, EG, MG en un point P, à distance pour mesurer ces activités dipolaires. Ça, on le fera dans le prochain cours, ne vous inquiétez pas.
Bon, maintenant, on va faire une partie qui va vous parler, normalement, qui doit vous parler en tout cas. Je m'assure juste qu'il n'y ait personne dans la salle d'attente. Donc, le courant électrique, intensité, densité, etc., tout ça, vous le savez maintenant. Mais bon, c'est des petits rappels, sachant qu'en plus, on l'a fait tout à l'heure, donc là, normalement, ça va aller vite. Le courant électrique, c'est un mouvement d'ensemble des porteurs de charge électrique dans un milieu conducteur. Donc, imaginez-vous, regardez tous votre chargeur de téléphone. À l'intérieur, bon, ce que vous touchez là, c'est de la gomme qui va protéger le tout, mais à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez tous déjà, sans faire exprès, cassé votre chargeur, ou je ne sais pas, vous avez tous vu qu'il y avait des fils de cuivre à l'intérieur. Ok, imaginez-vous que ce soit votre fil de cuivre. Ok, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de votre fil de cuivre? Vous avez des électrons qui se déplacent, ils se déplacent. Ok, et lorsqu'ils se déplacent, bah, ils créent un courant électrique. Le courant électrique, ce n'est ni plus ni moins que le déplacement des électrons, ou au moins des charges électriques, parce que je vous ai dit qu'une charge électrique, ça peut être soit un électron, soit du coup un ion, donc un atome qui est chargé, enfin, ou un ion, c'est un atome qui a perdu, gagné une charge. Et le milieu conducteur, bah, c'est un milieu qui a des électrons libres qui peut faire déplacer ces électrons-là. Dans les métaux, les porteurs de charge sont les électrons libres. Dans les solutions, ce sont les électrolytes, donc les ions, les atomes qui ont perdu des charges ou gagné, comme dans le cas du corps humain. Le sens conventionnel du courant et le sens du mouvement des porteurs de charge, c'est-à-dire du plus vers le moins. Ça, on l'avait vu tout à l'heure, on a expliqué pourquoi on a eu cette convention-là qui est apparue. L'intensité du courant électrique est la variation de la quantité de charge par unité de temps. Donc ça, on vous explique ce que c'est que l'intensité. On a vu ce que c'était que la différence de potentiel, donc la tension. La tension, le potentiel, différence de potentiel, appelez-le comme vous voulez, écrivez-les comme vous voulez. On peut l'écrire soit U, soit B, comme vous voulez. En tout cas, c'est une même définition. C'est la différence de potentiel entre deux bornes. Donc c'est ça, la définition d'une d'une différence de potentiel. C'est la différence qui est enregistrée entre deux bornes. On a vu tout à l'heure pourquoi. C'est en gros le synonyme de pression. C'est la pression qui va se créer entre deux points parce qu'il n'y a pas la même quantité de charge. Maintenant, on va voir l'intensité. Qu'est-ce que l'intensité? C'est quoi l'intensité? L'intensité, toujours dans le cadre de l'électrocinétique, parce que c'est, on étudie le courant en mouvement, c'est en gros, regardez, je viens avec un chronomètre. Vous avez tous déjà fait du sport avec les profs de sport, avec le chronomètre qui se mettait au bout de la ligne et qui, à chaque fois, chronométrait les gens. Voilà, vous êtes peut-être en train de passer le bac de sport maintenant, vous devez faire la course. Vous allez avoir les profs qui vont se mettre ici au bout de la ligne. Vous allez avoir 4 minutes pour courir, je sais pas moi, 400 mètres, et ils vont nous se mettre ici. Donc, imaginez-vous que vous soyez le prof de sport, donc vous mettez là, OK, au point P ici. Vous avez votre chronomètre, vous comptez une seconde et vous regardez combien d'électrons auront passé cette ligne, sachant qu'ils se déplacent comme ça, les électrons. Donc après une seconde, bah, je sais pas, on sera ici. Et donc l'intensité, ça sera quoi? Ça sera, on va la noter I, ça sera la somme des, euh, la somme des charges qui auront passé ce trait-là, donc Q, avec une majuscule, parce que c'est la somme des charges, divisé par le temps. Donc là, j'ai mis S en secondes, on peut l'écrire en T quand vous voulez. Et donc c'est ça, l'intensité électrique. Et bien évidemment, vous connaissez tous l'unité, c'est les ampères. On avait vu que les ampères, dans il y a dans le système de base, c'était en coulomb divisé par un temps. OK? Q, bah, je viens de vous dire que grand Q, quand on met un grand Q, c'est la somme des charges. C'est la somme des charges. Donc, la somme des charges, c'est quoi? C'est la charge élémentaire, donc 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs, fois N. N étant la quantité d'électrons. OK? Donc, ici, grand Q, par exemple, ce serait égal à quoi? Ce serait égal à, bah, du coup, la charge élémentaire, donc Q, fois les 3 électrons, donc fois 3. La loi des nœuds. Donc, ça, vous la connaissez. Maintenant, on va juste vous dire que les lois de nœuds d'émail, c'est découvert par une personne, c'est Kirchhoff, c'est un Russe qui a découvert ces lois-là, et bah, on vous donne son nom. Donc, on appelle plus ça maintenant la loi des nœuds, on appelle ça la première loi de Kirchhoff. La première loi de Kirchhoff, vous la connaissez, c'est la loi des nœuds, c'est un nœud en un point de jonction, ben, vous connaissez, c'est la somme des intensités qui entre dans un nœud est égale à la somme des intensités qui en sortent. Vous allez voir aussi la deuxième loi de Kirchhoff, c'est la loi d'émail, vous la connaissez aussi. La densité du courant électrique est la quantité de charge qui traverse une surface S par unité de temps. Avant de continuer avec la densité électrique, j'aimerais juste vous donner le petit moyen que j'avais, c'est
La loi des nœuds, il y a deux n, donc enfin, là, vous n'allez pas comprendre pourquoi, mais en gros, regardez, il y a le nœud, le n, il a deux barres. Ok. Donc, c'est la première loi de Kirchhoff. Tandis que la loi des mailles, vous allez voir après, la loi des mailles ici, la loi des mailles, c'est un m, donc le m, enfin, le m minuscule, il a trois barres. Et donc, c'est la deuxième loi de Kirchhoff, parce qu'il a une barre de plus. Donc, c'est un plus un. Donc, ça, c'est le petit moyen que j'avais pour ne pas me mélanger, parce que vous vous doutez bien que les pièges ici, ce serait de vous dire, bah, la loi des nœuds, c'est la deuxième loi de Kirchhoff. Donc, voilà. La densité du courant électrique, la densité du courant électrique. Donc, on a défini l'intensité. Maintenant, on définit l'intensité. C'est la quantité de charge qui traverse une surface S par unité de temps. Donc, là, on prend non seulement en compte la quantité de charge qui traverse chronométrée un endroit, mais aussi la surface enfin, plutôt le diamètre de ce fil de cube. Donc, par exemple, ici, bah, on aurait divisé ça par la surface enfin plutôt ouais, la surface euh, du câble. Et donc là, c'est l'intensité. Donc c'est I divisé par S. OK? I divisé par S. Et donc, I, enfin plutôt, J est égal à I sur S. OK? Et S est euh, la surface. I, on peut le remplacer par quoi? I, on peut le remplacer par Q sur T. Vous êtes d'accord avec moi? Je pense que c'est un oui. Vous êtes tous d'accord avec moi? Donc, S fois T, et là, je mets un Q. Or, Q, c'est quoi? C'est quoi la quantité de charge qui traverse à un moment donné? Ça va être quoi? C'est N et Q, non? Ouais, c'est NQ, sauf que là, ça suffit pas enfin, pour retrouver ce que le prof a dit. Donc, c'est NQ, et là, on vous met entre parenthèses je pense que ça va, comment on le retrouve? Le NQ, on peut le retrouver aussi d'une deuxième manière. C'est en gros la surface fois la quantité d'électrons qui vont passer par là, fois le temps. Donc, fois ici. Là, le prof, il me dit que c'est S fois la vitesse de ces électrons fois d 2t. OK? Donc là, c'est juste un petit truc en plus à apprendre. Mais en gros, c'est comme ça qu'on le retrouve. On peut aussi se dire que c'est euh, la quantité d'électrons qui passe à travers cette surface-là par, euh, par une unité de temps. Et donc là, on peut aussi, enfin, on peut continuer à simplifier. Vous avez ça qui s'annule. Et donc, vous avez J comme étant égal à N fois Q fois V. OK? Je pense ça comme un 8. Je regarde juste la personne dans la salle d'attente. OK, parfait. Donc, la tension électrique. La tension, vous l'avez vu tout à l'heure, c'était quoi? On l'a défini, c'est la différence de potentiel en un point P qui va s'appliquer entre deux surfaces. Dans un circuit électrique, la tension est la différence de potentiel électrique entre deux points de ce circuit. La loi des mailles. Donc, la loi des mailles, je vous ai dit ce que c'était, la définition, comment on fait pour ne pas se tromper. Je vous ai bien dit, hein, c'est des pièges qui tombent souvent. Donc, je vous ai donné le moyen moi, pour ne pas me tromper. Et c'est surtout ça qui tombe. C'est pas vraiment les autres trucs compliqués qui vont tomber. C'est surtout ce genre de piège inutile qui va tomber. Et tant mieux, parce que sinon, vous comprendrez bien que ce cours serait le plus compliqué. Or, ça ne l'est pas. Euh, conductivité et résistivité. Dans un milieu conducteur, en présence d'un champ E, il s'exerce une force F, Q fois E, conduisant un mouvement d'électrons de sens contraire à E. Les électrons rencontrent les atomes du milieu, il existe donc des chocs assimilables à une force de frottement. Euh, il y a beaucoup de gens qui sont en première ici, mais bon, aujourd'hui, on va regarder en 2-2 ce que c'est que la seconde loi de Newton. Normalement, ceux qui sont en terminale, vous l'avez faite, la seconde loi de Newton en physique-chimie. Euh, c'est quoi la seconde loi de Newton qui peut me le dire? Allez, il y en a au moins un qui l'a fait, C'est la somme des forces qui est égale à la masse fois l'accélération. c'est ça.
F est égal à la masse fois l'accélération. Ah, là, j'ai pas mis les vecteurs, hein. Mais on s'en fout de ça. C'est pas ça qui m'intéresse. A, comment on peut l'écrire A? Quelqu'un sait? C'est la vitesse divisée par delta t. Exactement. Parfait. Donc, c'est la masse, enfin, ouais, la M, la masse, fois delta V sur delta T. Ça, c'est l'accélération. OK? Donc, dans le cours, on vous dit quoi? Bon, on s'en fout. Mais dans le cours, on vous dit quoi? On vous dit que F, ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, F est égal à Q fois E. OK. Là, c'est une petite démonstration. Enfin, une petite démonstration. C'est peut-être la plus longue, mais vous allez voir, elle n'est pas très compliquée à comprendre. Donc, vous avez vu que F est égal à Q fois E. Or, on vient de voir quoi? On vient de voir que F, on peut aussi l'écrire M fois delta B sur delta T. OK? Vous suivez tous là? Oui. Allez, soyez attentifs et après ça, vous êtes tranquille. Donc, c'est la dernière partie du cours compliquée, après vous êtes tranquille. Donc, ça, OK, là, vous avez tous compris. Donc là, je vais encore continuer. V, comment je peux l'écrire? Je vais isoler V, j'enlève F, hein. Je isole V, V, je peux l'écrire comme étant égal à Q fois E fois T. Or, T ici, je ne vais plus l'écrire T, je vais écrire taux. Mais c'est pareil. T et taux, c'est pareil, c'est le temps, divisé par M. OK? Non. Il y en a qui n'ont pas compris, je pense. C'est Vous avez bon. compris? Oui. C'est bon? OK. Le cours, il vous dit quoi? Reprenons le cours. Bon, là, je vous ai fait la démonstration parce que le cours, il va très rapidement et sur ça. Donc, voilà. Donc, le cours, il vous dit que F est égal à Q fois E et F est aussi égal à la masse fois d de V sur d de T. Ok. Or, V est égal à Q fois E fois taux divisé par M. Or, Q fois taux fois M, on peut aussi le simplifier. La force est égale à la masse multipliée par l'accélération. La vitesse V des électrons dans la direction de E, V est égal à Q fois T, Q fois taux divisé par M fois E. On définit la mobilité des porteurs de charge mu. Donc, ça, on peut le remplacer par mu comme étant la mobilité des porteurs de charge. Donc, mu fois E. Donc, V est égal à mu fois E. Donc, si je remplace V par mu fois E, je retrouve quoi? Là, ici, je reprends la formule. Je remplace ici, euh, dans la formule là qu'on avait fait tout à l'heure, J est égal à N Q V. Où est-ce que je l'ai mis? Voilà, ici. Ce que j'ai mis ici, là. Je remplace ce V par ça. Et je trouve que c'est égal à N Q, enfin, J est égal à N Q fois mu. Donc, mu étant la mobilité des porteurs de charge fois E. OK? Et ensuite, dernière simplification, c'est de se dire que euh, tout ça, c'est égal à sigma. Et sigma, c'est la conductivité. Pas la conductance, la conductivité, c'est pas pareil. Et donc, J est égal à la conductivité fois le champ électrique. Ça, c'est une démonstration qui est à apprendre. Mais en gros, vous avez vu qu'elle n'est pas très compliquée. Dites-vous que c'est genre c'est la pire démonstration. Donc en vrai, si ça c'est la pire, bah, vous allez avoir que plus facile face à vous. Donc, vous avez vu que c'était pas non plus un truc de fou. Donc, pour reprendre le coup. Et donc, ça, c'est la loi d'Ohm locale, au point de vue microscopique. Donc, le matériau conducteur et la mobilité des charges définissent donc la conductivité. Donc, là, c'est toute la démonstration que je vous ai faite. Et on tombe sur la loi d'Ohm locale qui est égale à J, égale à sigma fois E. À savoir que ce sigma, c'est pas le sigma qu'on a vu tout à l'heure. C'est un autre sigma. Mais on utilise beaucoup sigma dans ce cours, mais c'est des choses différentes. Sigma, vous l'avez vu en terminale, ceux qui ont fait la conductivité. Sigma, c'est en ohm par mètre, ohm fois ohm mètre, puissance moins 1. En fait, c'est l'inverse de la résistivité, quoi. OK?
Résistivité à l'échelle microscopique, du coup, c'est l'inverse de la conductivité. Rho est égal à 1 sur sigma, donc en ohm mètre. La loi d'Ohm macroscopique, cette fois-ci, c'est U est égal à R fois I. Ça, vous la connaissez, la formule. Euh, dans un conducteur cylindrique de longueur L, R est égal à la résistivité fois la longueur divisée par la surface en ohm. Là, le moyen technique du coup, qu'ils ont mis ici, c'est tu résistes en PLS, donc tu résistes pour R, et PLS, bah, parce que ça ressemble à PLS. Ok. Donc, voilà. Puissance et énergie électrique. Ça, vous la connaissez, la formule. Vous savez tous que la puissance, c'est égal à quoi? Allez, petit rappel d'enseignement scientifique, vous l'avez vu. C'est pas U fois I? C'est ça exactement. P est égal à U fois I. Et E, par rapport à P, bah, E est égal à P fois T. OK? Donc, P est égal à U fois I. Or, U est égal à quoi? On vient de le voir, est égal à R fois I. Donc, bon, ça, c'est une petite démonstration de deux. P est égal à U fois I. Or, euh, U est égal à R fois I. Donc, P est égal à R fois I au carré. Donc, voilà. Et ça traduit l'effet Joule. Donc, lorsque votre téléphone chauffe, etc. Dans le cas des conducteurs ohmiques, les résistances, l'énergie électrique est entièrement dissipée sous forme de chaleur électrique, c'est l'effet Joule. Et pour savoir à quel point, par exemple, je sais pas, votre radiateur, c'est l'effet Joule. Et donc, pour savoir quelle est la puissance de ce radiateur, bah, vous faites la résistance fois l'intensité, fois le carré de l'intensité que vous lui apportez. La puissance de le cas des conducteurs ohmiques dépend de l'intensité. Donc, voilà. Là, quand on dit dépend, on ne dit pas qu'il est proportionnel. Donc, c'est pas faux de dire que ça dépend de l'intensité, pas du carré de l'intensité. OK? Attention à ça. Si je vous avais mis proportionnel à l'intensité, ce serait faux parce que c'est proportionnel au carré de l'intensité. Par contre, si je vous dis que ça dépend, c'est juste. OK? Donc, voilà, on a fini pour ce cours-là. La prochaine fois, on va faire le cours électrophysiologie qui sera beaucoup plus axé sur la médecine et sera beaucoup plus plaisant à faire, je pense. Après, celui-là, c'était pas non plus la mort. Vous avez vu, il n'est pas non plus très, très, très affreux comme vous aurez pu le penser. Donc voilà, si jamais vous avez des questions ou quoi, soit vous me les posez maintenant, soit la prochaine fois. Donc la prochaine fois, je vous ferai la deuxième partie du cours en présentiel, je pense. Et donc là, on pourra peut-être revoir certaines choses. D'ailleurs, on pourra revoir l'angle solide, ce que ça veut dire en 3D. Je vous montrerai ça de plus près. Donc merci de m'avoir écouté. Bah, bon courage à vous. Merci. Merci beaucoup, bon dimanche. Bon dimanche, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.